Bonjour tout le monde, bonjour Yvan. Bonjour Andrea, oui, la forme, et toi? Bah oui, est-ce qu'on sera des petites natures aujourd'hui? On va voir. J'espère pas. Parce que nature, on va vous en parler aujourd'hui. Plusieurs projets fleuristes dans différentes villes chez nous, que ce soit à Nyon, à Gland ou à Rolle, toutes veulent être des modèles en matière de nature. Comment est-ce qu'on crée des politiques environnementales? Eh bien, on va en parler aujourd'hui, Yvan, avec nos invités. Oui, je me rendrai à Nyon pour rencontrer Albertine Roulet du service de l'environnement et on discutera justement d'un cas concret, mais pas seulement. Oui, à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. La nature, justement, comment est-ce qu'elle se met en place en ville? Quels sont ses bienfaits pour notre santé notamment? Eh bien, on va en parler avec notre invité en plateau, Jean-Christophe Villiers, qui est lui notamment biologiste. Eh bien, on vous pose juste ici. Et puis, fais voir ta région, c'est parti. Nature en ville, comment favoriser la biodiversité? C'est la question à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui avec notre invité. Et oui, toutes les villes s'y intéressent, toutes les villes veulent être de bons exemples en matière de nature, en matière de biodiversité, mais comment faire et surtout, quel impact a cette nature pour nous, êtres humains, et pour notre santé notamment? Et on va en parler avec notre invité. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe Villiers. Bonjour. Bonjour André. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Alors vous êtes Monsieur Nature. On va revenir un petit peu sur votre parcours puisque vous êtes le directeur général de la Fondation Franklinia qui s'occupe notamment de tout ce qui est espèces végétales notamment. Mais on vous connaît pour être Monsieur Nature puisque vous avez travaillé notamment pour un programme mondial, l'Union mondiale pour la nature, l'UICN, une sorte d'ONU des espèces sauvages. C'est vous qui publiez notamment une liste des espèces d'animaux en voie de disparition. On va revenir un petit peu sur tout ça, savoir quel est l'impact de cette nature aujourd'hui dans nos milieux, notamment en ville, pour notre bien-être aussi à nous en tant qu'êtres humains. Mais j'aimerais savoir, Jean-Christophe, comment elle va cette nature de manière générale? Elle va pas trop bien. Mais ce qui est plutôt rassurant, c'est le nombre d'initiatives qui se multiplient. Donc moi, j'ai la chance de travailler depuis une quarantaine d'années bientôt, ça passe vite, sur ces thématiques-là. Et dans le monde, il y a un nombre d'associations qui se constituent. Il y a tellement de gens qui prennent conscience des problèmes et qui veulent faire quelque chose à leur échelle. Alors, ça manque encore parce que je dirais les forces adverses, elles sont largement plus puissantes et elles laminent un peu tout sur leur passage. Mais j'avoue que c'est ça qui donne un petit peu qui entretient, c'est ce qu'on me demande souvent dans mon entourage. Mais tu arrives à garder le moral? Je dis ben oui, parce qu'il y a des gens incroyables qui font des choses partout à travers le monde et ça c'est chouette. Ouais, c'est le combat de votre vie, hein. Plus de 40 ans que vous travaillez dans ces domaines-là, notamment en tant que vétérinaire, écologiste. Enfin, vous êtes sensible à ces questions-là. Mais j'aimerais savoir comment est-ce qu'on fait pour dire qu'aujourd'hui, la nature, ça va pas trop bien. On se base sur quoi, finalement? Alors, il y a différentes manières. C'est-à-dire qu'un des indicateurs, moi, celui sur lequel je travaille le plus, c'est l'indicateur des espèces sauvages. Donc, on a des programmes de suivi qui montrent, par exemple, sur les oiseaux, c'est ce qui est le mieux documenté parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par les oiseaux, donc qui vont voir des oiseaux. Il y a beaucoup de sciences participatives, donc il y a beaucoup de données qui remontent. Il y a des programmes de suivi sur des espaces donnés, à des temps donnés. Donc on arrive à voir des indicateurs et vraiment mesurer des déclins énormes. Il y a des manières, avec des nouvelles technologies par satellite, on arrive à mesurer la déforestation, l'impact des feux, on peut mesurer les polluants, il y a énormément de choses différentes. Et vous mentionnez par exemple la liste rouge des espèces menacées, ça c'est un des outils qui existe depuis plus de 50 ans. Et qui classe un peu toutes les espèces dans différentes catégories de menaces, qui mesurent leur risque d'extinction en se basant sur des observations qui sont faites depuis des décennies, en faisant appel à des scientifiques, à des gens qui sont sur le terrain, et donc on mesure ce risque d'extinction et on le met dans des catégories différentes. Et là, on vient de publier dans ces derniers mois, la semaine dernière, il y a eu par exemple un projet sur la biodiversité d'eau douce.
Et c'est un projet que j'ai eu la chance de démarrer il y a 22 ans avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc les résultats finaux étaient publiés dans la revue Nature la semaine dernière. Un quart des espèces sont menacées d'extinction, donc poissons, libellules, par exemple crustacés, mollusques. Et les arbres, on l'a fait l'année dernière, où on a un tiers des espèces d'arbres sur la planète qui sont menacées. Il y a 60 000 espèces d'arbres, donc un tiers, c'est quand même des milliers d'espèces qui sont au bord d'extinction. Certaines existent, il ne reste plus qu'un individu. 400 espèces, il en reste moins de 50, et ainsi de suite. Donc voilà, on a plein d'outils et on sait ce qui se passe. Voilà, on alerte depuis longtemps maintenant. La réponse, on l'attend à la bonne échelle. Oui, on va y revenir peut-être sur ces réponses plus tard, mais j'aimerais savoir quel est l'impact quand une espèce disparaît. On peut reprendre par exemple les exemples que vous avez cités, les libellules, les mollusques. Ça a créé quel impact pour nous, êtres humains, lorsqu'un genre d'espèce disparaît? Le truc, c'est pas une espèce qui disparaît. L'espèce, à la limite, on peut dire qu'à l'échelle géologique, elles vont disparaître naturellement. Comme nous, on va passer sur quelques peut-être millions d'années ou dizaines de milliers d'années, je ne sais pas trop, sur la planète, mais on va peut-être s'éteindre, c'est un cycle naturel. Donc une espèce qui disparaît, c'est pas, je dirais, ça va pas de la fin. Le problème, c'est la vague de disparition. La vague de disparition qui altère un petit peu tout, c'est-à-dire que si vous avez plus d'insectes, ben, vous avez plus d'oiseaux, vous avez plus de poissons, vous avez plus de poissons, ben, vous avez plus, nous, les centaines de millions de gens qui mangent du poisson vont être impactés. Donc c'est toute une chaîne. Donc c'est cette échelle qui est plus préoccupante qu'une espèce individuelle. On en a perdu le dodo, on a perdu thylacine, on peut en nommer. Il y a des centaines d'espèces qui ont disparu. Tout ne s'est pas écroulé. Ce qui se passe, c'est aujourd'hui les dizaines de milliers d'espèces qui sont au bord de l'extinction avec des écosystèmes dont nous, on a besoin qui fonctionnent plus correctement. Donc une disparition entraîne forcément une succession de disparitions, un écosystème qui est chamboulé. Complètement. Si on a, moi j'ai beaucoup travaillé sur les singes, aujourd'hui je travaille sur les arbres, c'est le même travail. Si vous avez plus d'arbres, vous avez plus de singes, quelque part je caricature. Donc vous avez besoin de nourriture pour les oiseaux, donc il y a besoin de fruits, il y a besoin de graines, il y a besoin de. Donc les animaux ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'habitat, et nous aussi. Chez nous, dans notre région, sur la côte justement, comment est-ce qu'on voit que cette nature, aujourd'hui, elle souffre, qu'elle est en péril? C'est quoi peut-être les éléments qui peuvent nous mettre en alerte? Alors, la Suisse a un système assez bien développé de liste rouge au niveau national, donc qui montre que la Suisse n'est pas particulièrement un bon élève. Il y a beaucoup d'espèces qui sont en déclin dans toute la Suisse et dans la région ici. Alors on parle toujours, il y en a certaines qui reviennent tout le temps, mais il suffit de regarder le nombre des gens qui ont un petit peu, je sais pas, mon âge ou autre, ils peuvent rapidement voir qu'on n'a plus de papillons, qu'on n'a plus de libellules, qu'on n'a plus d'hirondelles. C'est des animaux qui sont sympathiques. Tout le monde a parlé du déclin des abeilles ou des pollinisateurs. Donc ça, c'est mesuré. On le voit. Vous le voyez vous-même à l'échelle. Moi, je regarde ce que je voyais quand j'étais enfant au niveau des nids d'hirondelles ou du nombre d'hirondelles qui s'alignaient sur les fils, qui partaient à l'automne. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Et si vous lisez des écrits de Camus qui vous décrit des choses, mais vous avez l'impression que les fils, il y a tellement d'oiseaux que ça va craquer. Ou si vous allez dans des zones, j'ai eu la chance d'aller dans le Caucase où l'agriculture n'est pas aussi intensive que chez nous. Vous voyez des fleurs dans les champs, vous voyez des alouettes partout. On n'a plus ça. Ça, c'est parti. Et pour que ça revienne, il va falloir changer beaucoup de choses quand même de fond au niveau de l'agriculture qui reste la principale menace à travers le monde pour la nature et la biodiversité. Changer nos habitudes de consommation, changer peut-être nos habitudes de tous les jours et justement aussi peut-être des politiques environnementales, des politiques qui sont mises sur place et notamment en ville de Nyon avec un projet Nature en ville, un concours qui est ouvert à tout le monde. Vous pouvez d'ailleurs y participer jusqu'en février. Jean-Christophe Vier, vous en êtes d'ailleurs l'un des membres du jury. On va en parler d'ici quelques instants. Mais là où j'aimerais en venir, c'est que finalement, il y a dans les espaces publics aujourd'hui des politiques environnementales qui se mettent en place pour mieux créer, en tout cas mieux gérer cette biodiversité. Dans les grandes lignes, c'est quoi les lignes? Qu'est-ce qu'on veut en faire quand on parle de politique environnementale? Comment est-ce que vous influez quelque part ces politiques environnementales?
Alors, la nature en ville, c'est une thématique un petit peu différente de la nature sauvage sur les crêtes du Jura. On n'a pas les mêmes approches ou les mêmes enjeux de biodiversité. Mais il faut savoir que toutes ces zones qui sont bâties, qui appartiennent à des particuliers, mis bout à bout, ça contribue des surfaces énormes, plus grandes que les parcs nationaux et les réserves, au moins en Europe. Donc au niveau individuel, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc ça peut être insufflé par les municipalités sur la base de subventions, de concours, ainsi de suite. Mais il y a aussi ce que peuvent faire de leur côté tous les propriétaires même de villas, pour essayer de changer un petit peu les pratiques. Donc ça demande pas que des choses politiques, ça demande beaucoup de changement de pratique, des paysagistes, par exemple, que les gens se renseignent. Ils ont l'information pour planter les bonnes choses, les choses de la région, les espèces qui peuvent disparaître. On a beaucoup. On regarde toujours, par exemple, les espèces, les plantes qui viennent de l'autre bout de la planète. Ça vient de l'Afrique du Sud, exotiques, ça vient du Japon. Qui nous font rêver. Chez nous, on a des arbres absolument incroyables. On a des arbres qui sont, regardez, une aubépine au printemps, c'est magnifique, par exemple. Le hou, c'est une espèce qui fait des barrières, ainsi de suite. Donc, il y a plein de choses qu'on doit pouvoir réhabiliter. Mais si vous allez sous les tropiques, ils vont vouloir des plantes de chez nous. Donc il y a un truc chez l'humain qui est assez spécial. Alors tant que c'est des espèces qui sont purement ornementales et qu'elles ne deviennent pas envahissantes, comme les laurels, on va peut-être en parler parce que la ville de Nyon a décidé de couper un petit peu les plantations. Il y a même un programme pour arracher donc les laurels qui sont une catastrophe. C'est laid, mais ça reste très populaire et ça fait vivre beaucoup de pépiniéristes. Ouais. Donc justement, c'est politique. On va en voir un exemple notamment avec toi, Yvan, puisque tu es en ville de Nyon avec quelqu'un qu'on connaît bien à l'antenne. Alors explique-nous déjà où tu es et pourquoi. Oui, Andrea, je vous rejoins depuis les jardins de Bourgogne, derrière moi. Je suis avec Albertine Roulet du service de l'environnement de la ville de Nyon. Albertine, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ce moment. Vous m'avez dit ici qu'on est sur un site qui est assez représentatif de ce que fait la ville en termes de nature en ville. Voilà, tout à fait. En fait, ça a été une très chouette opportunité puisque, comme vous l'avez dit, c'était les jardins potagers de Bourgogne. Et suite à la détection d'une pollution, on a fait des analyses de sol en automne 2023. On s'est rendu compte qu'il y avait certains éléments qui avaient atteint un seuil un petit peu inacceptable. Donc la ville a décidé de fermer les potagers et de réaménager cette parcelle. Donc d'en faire une parcelle qui va être ouverte au public et puis une parcelle qui va accueillir un maximum de biodiversité. Donc l'idée principale, c'était de créer un verger de production avec une prairie extensive et plein de petits aménagements complémentaires pour la biodiversité. Alors, ces petits aménagements, vous quantifiez comment leur efficacité? Quels indicateurs est-ce que vous suivez? Alors, en ville de Nyon, on fait régulièrement des suivis de la faune et de la flore sur nos espaces verts pour pouvoir déjà avoir un inventaire, un petit peu une biodiversité de base, pour pouvoir émettre des recommandations de gestion ou d'entretien ciblé pour certaines espèces qu'on aurait détectées, mais aussi pour savoir quelle est l'efficacité des mesures qu'on a mis en place, donc des aménagements. Est-ce qu'on arrive à augmenter la biodiversité, à avoir plus d'insectes, une plus grande diversité de groupes faunistiques grâce aux aménagements qu'on a fait? Le concours Nature en ville a été évoqué à l'antenne tout à l'heure. De quoi il s'agit? Alors, le concours Nature en ville, c'est on a désormais besoin et on sollicite la contribution des habitants pour pouvoir faire des aménagements pour la faune et la flore, pour la biodiversité, sur les parcelles privées. Puisqu'il faut savoir qu'en tout cas en main communale, pour la ville de Nyon, on a moins de 20% du territoire en propriété communale. Et il faut savoir que souvent sur ces 20%, c'est occupé soit par des bâtiments, soit c'est des surfaces imperméables, soit le sous-sol ne nous permet pas de faire des plantations d'arbres, par exemple. Donc c'est pour ça c'est crucial maintenant, on a vraiment besoin des habitants, les solliciter pour qu'ils puissent contribuer à la biodiversité chez eux. Il ne s'agit pas seulement de choisir ce qu'on plante dans son jardin ou sur son balcon. Il ne s'agit pas seulement forcément de
de décider de quel aménagement on met dans son jardin, un hôtel à insectes, une mangeoire pour oiseaux, etc. C'est un système, c'est un ensemble dont il faut tenir compte. Voilà, c'est un ensemble dont il faut tenir compte. Donc, tous les petits gestes sont bienvenus. Donc, tout un chacun peut vraiment faire à son échelle, même avec un petit balcon, peut contribuer à la biodiversité avec voilà, une petite sablonnière, par exemple, des petits bacs de potager naturel, des petits bacs aussi de fleurs indigènes, des hôtels à insectes. Mais il faut savoir que voilà, nous, on va réfléchir la ville un petit peu dans un système et essayer de renforcer le maillage vert de la ville pour créer des corridors de déplacement de ces espèces. Donc, plus il y a des points, des aménagements pour que les espèces puissent trouver de quoi soit se nourrir, soit se loger, se reproduire, passer l'hiver, par exemple. Donc, plus on a de petits sites comme ça en ville, plus on va augmenter ces réseaux et faire en sorte qu'ils sont fonctionnels. Qui dit concours dit prix, qu'est-ce qu'on gagne? Alors, évidemment, le but, c'est d'accompagner financièrement donc, les idées et les projets un peu exemplaires que les habitants ont. Donc, on a 10 000 francs, en fait, on a une enveloppe de 10 000 francs qui va être décernée pour plusieurs projets. On va voir un petit peu selon le nombre de candidatures. Donc, voilà, maintenant, si on sollicite les habitants, si c'est vraiment au stade d'idée, le but, c'est de pouvoir vous accompagner financièrement dans la réalisation, en fait, d'un projet un petit peu exemplaire. Lutter contre pour la biodiversité, pardon, quel lapsus. Paradoxalement, ça revient parfois aussi à lutter contre certaines espèces. Alors, c'est clair qu'en ville, voilà, on a beaucoup d'espèces qu'on essaie de favoriser, mais malgré nous, on a des espèces aussi qui viennent coloniser les villes facilement, puisqu'elles vont retrouver des conditions acceptables pour elles, soit de la nourriture, soit pour se loger. Et puis, du coup, on a des espèces qu'on appelle indésirables. Donc, ça peut être, par exemple, le pigeon, le corbeau-freux ou bien le rat. Donc là, le but, c'est de mettre en place des systèmes un petit peu de gestion des populations, mais ça passe principalement par la sensibilisation des habitants. Il y a d'autres indésirables, si on veut, mais qui ne viennent pas forcément d'ici. On pense aux moustiques tigres. La ville de Nyon a mis en place des mesures aussi, mais aussi aux frelons asiatiques. Voilà, qui est arrivé depuis l'année passée avec plusieurs nids qui ont été enlevés en ville de Nyon, effectivement. Comment on fait? Dans ce cas-là, on en repère un Alors là, la clé, en fait, c'est de mettre en place un système de surveillance pour pouvoir détecter du moment que l'espèce arrive sur un territoire et pouvoir directement mettre en place des mesures de lutte, soit de manière un petit peu anticipée, puisqu'on peut traiter un petit peu les eaux pour le moustique tigre, par exemple, pour éviter qu'il se développe, soit pour le frelon asiatique, c'est des systèmes de détection, en fait, qui vont permettre de détecter les nids très rapidement et de pouvoir aller intervenir le plus vite possible. On a parlé du concours. Mais ce n'est pas la seule mesure que la ville a mis en place pour favoriser la nature en ville. Parlez-nous un peu des subventions de la ville de Nyon biodiversité. Voilà, donc c'est un petit peu un système complémentaire, je dirais, au concours nature en ville, où là, on va subventionner en fait des aménagements simples tels que la pose de nichoirs pour des mésanges, des nichoirs à hirondelles, la pose d'hôtels à insectes, la réalisation, la création de petits plans d'eau. Ça, c'est vraiment un point clé. J'accentue, si les gens ont envie de mettre des plans d'eau dans leur jardin, c'est vraiment une très très bonne chose pour un certain nombre d'espèces. Malgré le moustique tigre? Malgré le moustique tigre, puisque c'est pas dans les petits plans d'eau en fait que le moustique tigre va se développer, mais uniquement dans les petits points d'eau tels que l'arrosoir, la piscine pour les enfants, la coupelle qui est restée dehors. Donc voilà, du coup, aucun problème pour le moustique tigre sur des petits plans d'eau naturels. Donc, la ville de Nyon a mis en place sur son site internet toute une série de fiches thématiques aussi. Voilà. La population peut facilement les consulter. Absolument. Donc, c'est des fiches de recommandations et des fiches vraiment techniques qui vont expliquer comment on met en place, qu'est-ce qu'il faut logistiquement pour mettre en place différents aménagements, tels que je disais, un petit plan d'eau, comment réensemencer une prairie, par exemple. Si on veut faire une plantation de haies d'essences indigènes, quelles sont les essences qu'on va favoriser. Donc voilà, du coup, c'est vraiment des aspects techniques, des recommandations qui sont consultables par tout le monde et qui pourront donner peut-être des idées aux habitants qui ont la moindre petite surface un petit peu gazon qui n'est pas utilisée, une cour intérieure, juste un balcon, un avant-toit, une toiture végétalisée, c'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'aller consulter un peu ces fiches qui vous donneraient peut-être des idées sur quoi faire et comment le faire. Si je vous suis bien, nature et ville dans la même phrase, c'est pas contradictoire. Non, pas du tout. C'est même maintenant essentiel de redonner un petit peu de place à la biodiversité dans nos milieux urbains. Comme l'a dit Jean-Christophe Vier, c'est que maintenant, on a une urbanisation croissante au niveau mondial, mais aussi en Suisse. Et finalement, les villes deviennent de plus en plus importantes, prennent de plus en plus de surface. Donc, ça devient primordial de maintenant réaccepter et donner de la place à la nature en ville. Albertine Roulet, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet instant. Avec grand plaisir.
Je vous invite à vous rendre sur le site de la commune pour toutes les informations utiles dans le cadre de ce concours, mais pas seulement, pour savoir aussi comment réaménager votre jardin ou votre balcon, ou simplement pour vous renseigner. Andrea, je te renvoie la balle maintenant avec notre invité en studio. Salut! Bonne journée à toi et merci beaucoup Yvan d'avoir été avec nous et pour cette petite balade en compagnie d'Albertine. Jean-Christophe, on parlait de ce concours Nature en Ville. On a entendu dire que pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de participants, mais ça serait quoi peut-être les exemples, les bons exemples qui pourraient émerger? Qu'est-ce qu'on pourrait créer qui serait à titre assez sympa de faire et qui aurait un impact réel? Moi, j'adore le jardinage, donc les jardins communautaires, je trouve ça très très bien, donc où on partage et on met en commun des moyens, et c'est en plus convivial, socialement intéressant. Par exemple, on peut changer ses haies. Alors les gens ils disent non, je vais pas tout couper, ou quand on a une nouvelle maison ou un arbre qui meurt, on essaye de changer, prendre une espèce plus indigène. Alors ça a été mentionné, on peut mettre des nichoirs, on peut mettre des hôtels à insectes. Les hôtels à insectes, les insectes, il faut qu'ils aient de la nourriture, donc il faut qu'il y ait quand même des fleurs, il faut qu'ils aient donc pas tondre sa pelouse tous les jours. On a parlé d'animaux indésirables, il y en a quand même un. Si les gens pouvaient garder leurs chats, ça va pas me rendre populaire, mais les chats, ce sont les plus gros prédateurs qui existent à travers la planète, sur des îles partout. C'est l'espèce, l'UICN l'a documenté, c'est l'espèce envahissante qui impacte le plus d'espèces sauvages. Garder ces chats à l'intérieur, il y a plein de choses comme ça. Et puis, supporter, je peux vous donner une anecdote, changer un petit peu les mentalités. Quand l'UICN, à côté de vos studios, a créé son nouveau bâtiment, il avait été décidé de faire un jardin naturel. Donc, creuser des mares, laisser un peu pas tailler les arbres, laisser la nature s'épanouir, les fleurs, ainsi de suite. Les voisins se sont plaints. Un jour, il y a une grenouille qui est arrivée. Ça empêchait les voisins de dormir. Et puis, ça faisait... C'est quoi la solution? Ça faisait moche. Mais maintenant, après 20 ans, c'est devenu... J'ai l'impression qu'on est mignon avec nos mesures, nos nichoirs, la nature qui doit reprendre ses droits. Mais finalement, des mesures réellement concrètes, un vrai virage aujourd'hui dans la société, c'est ce qu'il faudrait. Je ne crois pas qu'on soit réellement prêt à le faire. Vous voyez comment peut-être ce changement de paradigme aujourd'hui qui n'est pas prêt à se faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans la juste mesure? Vous attendez quoi aujourd'hui, peut-être même des politiques? Je pense qu'on prend beaucoup de mesurettes parce qu'on veut pas... Honnêtement, si vous voulez changer les choses, un politique, jamais il est réélu. S'il fait les choses qu'on devrait faire, jamais il sera réélu parce que... Mais il faudrait faire quoi? Ça va impacter... je sais pas, vous devez changer la façon dont vous faites le transport, dont vous consommez. On est tous, par exemple, il y a deux choses, on veut enlever le plastique, mais vous voyez les difficultés qu'on a au niveau international pour avoir un accord sur le plastique, parce que dès qu'on veut toucher à la production, c'est-à-dire réduire la production de plastique, vous avez tous les lobbies qui se mettent en place et qui torpillent les réunions internationales. Donc, et si vous allez dans les magasins en Suisse, vous avez du plastique, mais je ne sais pas s'il y a un pays qui met autant de plastique qu'en Suisse. Alors, c'est vrai que moi, quand je vais avec mes proches faire les courses, ils me disent « t'es pénible, parce que s'il y a un truc dans du plastique, je ne l'achète pas. S'il y a un truc qui vient de l'autre bout de la planète, je ne l'achète pas. » ainsi de suite. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais les gens trouvent ça ennuyeux. Honnêtement, je dis éteins les lumières, utilise un transport en commun. Mais c'est pénible. On a tellement été, je dirais, gâtés dans nos pays développés. Alors, il y a des gens pour lesquels c'est dur au quotidien, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans un confort et qui veulent pas trop changer. Oui, c'est vrai qu'on oppose souvent, en tout cas, environnement et économie. On le voit, il y a ces prochaines votations qui vont avoir lieu, notamment en février prochain, où le Conseil fédéral a décidé de soumettre l'initiative populaire intitulée « Pour une économie responsable respectant les limites planétaires », une initiative pour la responsabilité environnementale. Donc, une initiative qui demande à ce que la Suisse ne porte atteinte à l'environnement que dans la mesure où la nature peut se régénérer. J'ai l'impression que moi, c'est du bon sens, du allant de soi. C'est du bon sens qu'on va le mettre en place, surtout quand on voit les politiques récentes qui ont été appliquées. Alors, ça peut aller, ou les votations récentes, pour essayer de réformer l'agriculture, mais c'est pas qu'en Suisse, c'est dans toute l'Europe. On doit réformer l'agriculture, je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est le facteur majeur de disparition des espèces.
D'ailleurs, si les gens, dans tous ces programmes en ville, évitaient d'utiliser des pesticides et des produits toxiques, ça serait bien pour leur santé. Plus drastique peut-être, Voilà. Christophe, ça serait quoi? Ça serait limiter, ça serait punir? C'est ce qu'il faut. Non, mais c'est pas le but de punir. Mais ce qui se passe, c'est que dans les systèmes au niveau de tous les gouvernements, vous faites des choses pour la nature, mais vous faites beaucoup plus pour la destruction. C'est-à-dire que vous subventionnez, c'est-à-dire qu'on veut changer, par exemple, le changement climatique, donc on va créer des fonds verts, mais il y a beaucoup plus d'argent qui va pour subventionner les énergies fossiles. Et on a la même chose, on a énormément d'argent public, donc l'argent des impôts des gens, qui va pour soutenir un modèle agricole qui arrive au bout du bout et qui va s'essouffler. Et on en a très très peu pour favoriser des pratiques agricoles beaucoup plus responsables. Donc, il y a un petit peu une entourloupe quelque part, c'est-à-dire qu'à la limite, on ferait rien, mais on arrêterait de subventionner la pêche, l'agriculture, la foresterie, des choses qui ont des impacts très très destructeurs. On ferait beaucoup mieux que de faire des mesurettes. Donc, je pense que il y a des lobbies qui sont partout, et moi j'aime dire que la Suisse c'est un bon laboratoire parce que les citoyens ont le droit de vote. Et de façon surprenante, dès qu'on parle d'environnement, et je ne parle pas de politique, des écologistes politiques, je parle juste de bon sens, votre santé, une nature agréable, un cadre de vie agréable, on se retrouve avec des votations contre la nature. Donc ça, c'est un peu déstabilisant. Parce qu'il y a un dualisme aujourd'hui, non? On oppose souvent environnement à croissance, à économie. Ouais. Mais il y a beaucoup, les lobbies sont très efficaces. Quand vous expliquez la nature, c'est très compliqué. C'est super compliqué. Ah, mais si je perds... Les lobbies, c'est très simple. Le gré agricole, si on fait ça, vous allez mourir de faim. Si vous faites ça, vous allez plus avoir de bois. Vous allez plus pouvoir circuler. Vous allez avoir des bouchons. C'est des messages très très simples qui, répétés en boucle, arrivent à convaincre les gens. Et c'est pas qu'en Suisse, hein. C'est pas qu'en Suisse. Moi, je suis au niveau de toute l'Europe, c'est un peu le même. Vous avez peut-être justement des exemples de pays européens ou ailleurs où justement, en matière de nature, biodiversité, les choses se passent plutôt dans le bon sens, ou en tout cas des bons exemples. Ça serait qui? Alors là, bonne question. J'aimerais vous donner un bon exemple. Il y en a pas un qui me vient directement à l'esprit. Moi, j'aime à penser qu'un pays comme la Suisse a tous les arguments possibles pour faire beaucoup mieux qu'elle ne fait, et que les habitants ont leur rôle à jouer. Mais il faut être un petit peu cohérent quelque part dans ses choix. On peut pas dire mais j'ai envie, j'ai envie d'être écolo, j'ai envie de faire des choses bien pour la nature, pour les générations futures. Et puis voter exactement l'opposé, ou consommer exactement ce qu'il faudrait pas consommer, ou encourager des filières qui sont pas vertueuses, par exemple. Donc il y a cette espèce de schizophrénie, parce que les gens sont prêts à se dire mais moi je vais être écolo. J'ai plein d'amis qui sont comme ça. Regarde, j'ai fait ça, je suis écolo. Aujourd'hui, je sais pas moi, 3 règles, ou je sais pas comment les appeler pour avoir peut-être un langage positif qui donne envie, qui initie. Mais ça serait quoi? 3 règles. 3 règles. Alors, utiliser son bon sens. C'est-à-dire que, moi, j'ai une famille, mes parents, ils n'étaient pas écolos. Par contre, traditionnellement, on gaspillait pas. Ce qui, pour moi, est du consent. Aujourd'hui, on a organisé une société du gaspillage. Donc, déjà, ne pas gaspiller. Achetez que ce dont vous avez besoin. Évidemment, tout le monde va vous dire « ça va être la ruine de l'économie ». Mais non, ça peut être la ruine. Si pour maintenir une économie, on est obligé de complètement, détruire le monde dans lequel on vit, il y a un truc qui va pas. Donc on doit se poser ce genre de questions. Donc voilà. Donc je pense que si les gens réfléchissent, même quand ils font leurs courses, c'est pas forcément ennuyeux, en se disant ou en regardant sa poubelle. Vous regardez votre poubelle et vous vous dites j'ai jeté tout ça aujourd'hui. Ne pas gaspiller, le bon sens. Voilà, acheter le minimum, acheter les bonnes choses, le bon sens, et puis profiter de la nature. Que ça soit dans son jardin, si on a un joli jardin, ou ici, dans la nature, dans le Jura, et sortir et se reconnecter avec la nature, parce que
Enfin, moi, je suis un convaincu. Donc, moi, j'ai pas trouvé aujourd'hui quelque chose qui soit plus fascinant, plus intéressant, plus parfois mystérieux, plus exaltant que la nature. C'est pas pour rien qu'avec le Covid, vous allez maintenant dans les crêtes, sur les balades, les parkings sont pleins. Les gens, je sais pas, ont reconnecté un petit peu. Ça a complètement explosé. Les skis de randonnée, les balades en raquettes, tout ça en ce moment. Donc voilà, que les gens soient curieux et qu'ils se disent pas « Ah, j'ai vu un oiseau ». Ouais, mais quel oiseau? C'est un pigeon, c'est un corbeau? Mais finalement, ça passe aussi par une éducation, quelque part, à vous entendre. Ah ben, je pense qu'on a complètement raté l'éducation au niveau des enfants dans tout le cursus éducatif. C'est-à-dire que ça sert à rien. Moi, à mon époque, on disséquait des grenouilles. Mais on aurait été incapable de dire... Comprendre finalement cette nature, comment elle fonctionne. Voilà, expliquer, quitte à déranger, parce que les enfants, ils ont... moi, j'ai tendance à penser que vous demandez à un enfant si quelque chose est bien, il va vous le dire. Il va vous le dire. Et au moment de l'adolescence, je fais beaucoup d'éducation dans les écoles. Quand vous allez jusqu'à des classes de 10 ans, les enfants sont géniaux. Ils vous posent des questions, ils ont les billes. Et vous avez passé à l'adolescence et tout, et vous les perdez. Parce que le système leur a inculqué, le système éducatif leur a inculqué autre chose. Ouais, ce côté peut-être ennuyeux qu'on a, où c'est fastidieux, c'est compliqué et où on s'y perd. Mais j'aimerais revenir à vous, Jean-Christophe, puisque ça fait plus de 40 ans que vous êtes dans ce domaine-là, plusieurs rapports qui ont été écrits, que vous-même, auxquels vous avez participé, ces fameuses listes, tout est très noir. Vous y croyez encore ? Oui, non, mais j'y crois, j'ai pas fait que ça. Donc il y a l'état des lieux qui est nécessaire, parce qu'il faut quand même qu'on parte sur des bases saines. Il faut pas... Il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah, aujourd'hui, il faut être optimiste ». Je dis « Oui, il faut être optimiste, mais il ne faut pas non plus occulter la réalité. La réalité, elle est assez sombre. Et puis, il y a un problème, c'est que maintenant, tout le monde voit les choses sous l'angle du climat. Et par des mesures qu'on peut adopter pour, soi-disant, maîtriser ou combattre le changement climatique, il faudrait le voir sous quel on fait des choses qui vont impacter encore plus la nature. Donc, les plantations d'arbres, c'est une chose. Moi, j'ai une fondation qui s'occupe de préserver les arbres. On est aujourd'hui obligé de se battre contre les plantations d'arbres, parce que vous allez voir un politique qui va vous dire « Oh, il faut planter 100 000 arbres, je vais vous les planter ». Et les gens font absolument n'importe quoi. Donc tout meurt, c'est pas les bonnes espèces, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de travail encore politique à faire, parce qu'il y a toujours des opportunistes qui vont dire « Ah, le changement climatique, c'est opportuniste ». Et c'est simple. Ça fait vendre aujourd'hui, c'est un argument marketing. Complètement. Quand on dit une ville est nature, quand une ville est verte, ça fait vendre. Complètement. Et le changement climatique, c'est simple, vous comprenez facilement. C'est des incendies, c'est des ouragans, c'est les températures qui augmentent, ça va être la canicule, ça va être le moustique tigre qui va arriver. Donc voilà, vous avez des choses très très simples à maîtriser. La biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué. Mais nous, on ne veut pas parler de carbone dans ma fondation, parce que on est orienté biodiversité alors qu'on s'occupe d'arbres. On va dire, si vous faites les bonnes choses pour la biodiversité, les bonnes mesures pour le climat, elles vont suivre. Donc on a fait une erreur historique de désolidariser le carbone, en gros, le changement climatique, de la conservation de la biodiversité. C'est une erreur qui date des années 90, avec les conventions de Rio, avoir 2 conventions différentes. Et aujourd'hui, vous avez une espèce d'effet d'aubaine, en se disant, le climat, ça nous permet de faire du business comme avant, en se donnant en bonne conscience, en disant aux entreprises, vous avez maîtrisé, mais en fait, parfois oui, et parfois pas du tout. Les carburants verts, maintenant vous allez prendre l'avion, on va vous dire, ah, vous avez les carburants verts. Ça n'existe pas, les carburants verts, ça n'existe pas. Pour résumer, Jean-Christophe, voilà. Si on devait peut-être synthétiser tout ça, on a parlé du bon sens, on a parlé d'éducation, d'avoir peut-être aussi un autre rapport aujourd'hui à nos enfants, à l'éducation, rétablir aussi peut-être un certain programme environnemental dans les milieux scolaires, des politiques plus strictes. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces politiques aujourd'hui? Si on devait résumer, il faudrait mettre quoi? Plus de mesures, un virage beaucoup plus franc et assumé, quitte à devoir réduire, consommer moins, peut-être moins grandir, moins d'appartements, moins de... Alors, je pense qu'il faut différencier ce qui est... les politiques, généralement, ils suivent les tendances. Ils vont pas prendre des risques à l'encontre de ce que fait la population. Donc, je pense que c'est, en gros, les politiques qui suivent. Donc, si les gens ont des comportements individuels qui changent, alors tout le monde va vous dire, mais si moi je fais ça alors que les autres font l'inverse,
Bon, il n'y a jamais personne. Si moi je fais ça, si nous dans notre pays on fait ça alors que les Chinois le font pas, ben, donc il y a quand même il y a le commerce mondial alors il y a des choses qui nous échappent comme citoyens complètement. Comment vos impôts, l'argent de vos impôts est utilisé, à qui il est donné. Donc ça passe par du politique. Vous avez besoin d'influencer puis d'avoir les bons politiques, des gens qui vont pas tolérer qu'on gaspille l'argent public, c'est-à-dire en le donnant à des activités qui détruisent la nature, voilà, réformer le commerce mondial, que les produits qui viennent de Chine, qui soient produits, qui viennent pas en concurrence avec les produits qui seraient produits localement et avec des normes environnementales. Des circuits plus courts, finalement. Voilà, des circuits plus courts, donc on doit pas pénaliser ça. Et puis vous avez les comportements individuels, c'est-à-dire que les gens, il faut quand même qu'ils se disent toute cette abondance de biens matériels, est-ce que ça me rend quand même plus heureux? Je peux vous dire que moi j'ai la réponse. Donc se restreindre, éviter d'aller dans les centres commerciaux, éviter d'aller sur tous ces sites d'achat en ligne, ainsi de suite. Donc avoir une cohérence. Est-ce qu'on a besoin de 25 t-shirts ou est-ce que même si on réduit, qu'on en a la moitié, est-ce que ça me suffit? Pour être heureux. Voilà. Et tout donc, ça a l'air c'est des questions, oui, c'est des questions que les gens doivent se poser, même en famille. C'est pas facile. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont complètement addicts, qui ont cette illusion qu'avoir la plus grosse voiture, que d'avoir la plus grande garde-robe, ça va les rendre heureux. Et je suis pas convaincu du tout. Même. Retourner à une autre manière de faire, avec quelque chose de plus simple. Pour terminer, si vous deviez convaincre les gens qui nous regardent à participer à ce concours, à peut-être tenter leur chance de mettre leur petite graine, planter leur petite graine, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai envie de dire, même ceux qui s'y postulent ou pas, il y a un dossier à remplir, j'imagine que ça ennuie certains, mais même s'ils postulent pas, qui fassent quelque chose dans leur jardin. Donc, qui se renseignent. Il y a plein d'associations, il y a tellement de choses. Si vous allez sur les réseaux sociaux, je suis pas un grand fan, mais quand j'y vais, je tombe sur des trucs absolument hallucinants, ce que vous pouvez faire dans votre jardin, par exemple. Juste dans votre jardin, parfois, c'est difficile d'influencer les copropriétés. Parce que les copropriétés, ils arrivent, ils vont prendre un service paysager qui va tailler la haie bien au carré, qui va tout tondre. Des gens maintenant installent des robots pour que c'est sûr que tous les jours, le moindre parcelle soit qu'ils évitent d'acheter, avant d'acheter des plantes pour mettre dans leur jardin, qu'ils se renseignent. Est-ce que ça va attirer les oiseaux? Est-ce que ça va attirer... Il y a plein de choses. Et c'est pas... quand on met le doigt dedans, je reste persuadé que ça doit être super intéressant. Et vous avez plein de gens, même de pépiniéristes, qui vous disent, nous on fait ça, des plantes indigènes par exemple. Ce qui nous fait vivre, c'est les laurels, c'est les thuyas, mais ça c'est des murs horribles. Vous allez dans les zones pavillonnaires, c'est quand même pas très très beau. Donc je pense qu'il y a moyen de bien embellir nos villes. Au moins les périphéries, parce que les centres, historiquement, c'était des beaux endroits, c'est ça qu'on visite. Mais toutes les périphéries, on a complètement enlaidi le paysage, et je pense que la nature peut participer à recréer une certaine beauté qu'on a un peu perdue. Voilà qui est joliment dit. Jean-Christophe Viet, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ces quelques instants. Et puis à la maison, vous aurez donc peut-être l'occasion de revoir notre invité lors de ce concours Nature en ville. C'est tout pour aujourd'hui. On se réjouit de vous retrouver tout bientôt pour un nouveau programme. Bonne suite.